Juste quelques mots avant de vous laisser voir le film de Abbas Kiarostami, Le vent nous emportera. Qui le voit pour la première fois? Très bien, formidable. Donc je vais être très très bref. Donc j'aurai le plaisir de m'entretenir avec le producteur de ce film, c'est-à-dire Marine Karmitz, juste après la projection et aussi à l'occasion de la sortie de ce livre, Marine Karmitz, une autre histoire du cinéma, par Antoine Debec, aux éditions Flammarion. Juste un mot sur le contexte du film. Abbas Kiarostami est un cinéaste internationalement reconnu depuis à peu près une dizaine d'années. Au moment du Vent nous emportera, il est sorti d'Iran, il est allé dans les festivals internationaux, enfin, son nom est connu et il est considéré comme un des grands cinéastes novateurs de la planète cinéma. J'avais un ami cinéaste qui disait ce que fait Kiarostami avec le cinéma, personne ne l'a fait avant lui. Et c'est exactement ça. Ce que fait Kiarostami avec le cinéma, personne ne l'avait fait avant lui. Mais en revanche, ce qui a changé, c'est qu'en 1997, il est allé au Festival de Cannes avec un film qui s'appelle Le goût de la cerise, et il a eu la Palme d'Or. Il a eu la Palme d'Or, c'est Catherine Deneuve qui lui a remis cette Palme d'Or sur scène. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour la République islamique d'Iran, c'est que Catherine Deneuve l'a embrassé. Ce qui a causé un scandale énorme. Et donc, quand Abbas Kiarostami est rentré à Téhéran, il y avait quelques milliers de personnes à l'aéroport, certaines pour le féliciter, d'autres pour le lyncher. En tout cas, son statut avait changé, c'est-à-dire qu'il était tout aussi sous surveillance qu'avant, mais il était quand même devenu intouchable. Parce qu'une Palme d'Or à Cannes, bon ben voilà, ça rend intouchable. Et donc, le film d'après, c'est celui que vous allez voir cet après-midi, Le vent nous emportera, et donc on parlera longuement avec son producteur Marine Karmitz de ses conditions de fabrication, mais je n'ai pas besoin de vous en dire plus. En voyant le film, parfois on se demande de façon presque un peu triviale comment les mollahs ont-ils pu laisser passer ça. Et bien on parlera aussi de ça tout à l'heure. Bonne projection. Alors le film de Kiarostami, bonjour Marine, mais aussi les 50 ans de MK2, donc on va peut-être commencer par parler de Kiarostami, parce que je ne crois pas trahir un grand secret en disant que c'est peut-être le dernier grand cinéaste auquel vous vous êtes considérablement attaché, enfin avec lequel le travail a été peut-être le plus proche et le plus personnel. Commençons tout simplement par le commencement. Comment l'avez-vous rencontré et comment avez-vous été amené à travailler avec lui? Il y a Mamad, le traducteur des sous-titres, qui m'a montré un jour un film qui s'appelle Close Up. Et je ne connaissais pas du tout le cinéma iranien. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et j'ai dit, mais j'aimerais bien rencontrer ce metteur en scène. Et il m'a fait rencontrer ce metteur en scène. Et on a immédiatement, on est tombé amoureux, si on peut dire, immédiatement. Enfin, immédiatement, ça a fonctionné de façon très personnelle entre nous. Et je lui propose de produire un film. Il me dit, non, je produis moi-même. Et il a commencé à me raconter des histoires de films qu'il voulait faire. Et ça a duré une dizaine d'années, à peu près. Donc on se voyait régulièrement à Paris, quand il passait à Paris, et il me racontait des histoires. Et évidemment, ça me rendait fou, parce que j'avais très envie de tourner avec lui ces histoires, et c'était jamais possible. Jusqu'au moment où il a eu la Palme d'Or à Cannes, pour Le goût de la cerise, et là, il y a eu un problème, c'est que Catherine Deneuve l'a embrassé en lui remettant la Palme d'Or,
Et il a été filmé, ça a été montré en Iran. Et là, il y a des milliers de personnes qui l'attendaient à l'aéroport pour le lyncher. Et il a compris qu'il aurait sans doute du mal à continuer à travailler en Iran. Il m'a dit, ben maintenant on peut faire un film ensemble. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, ça a duré ensuite pendant... C'est comme ça que ça a commencé, mais quel est le rôle justement d'un producteur dans une situation pareille? C'est-à-dire que ce n'est pas que financier et budgétaire. De toute façon, les films de Kiarostami n'étaient pas connus pour coûter très cher. Mais en revanche, il voulait absolument continuer à tourner en Iran. Donc ça consiste, j'imagine, à amener une protection à la fois réelle et symbolique. Mais de quelle protection ou de quelle aide s'agit-il? Je crois que ça... Ce qui l'intéressait, c'était de me raconter des histoires et de voir mes réactions. C'est-à-dire qu'il guettait absolument mes réactions aux différentes histoires qu'il me racontait. Et en fonction de ces réactions, il continuait ou il ne continuait pas à développer ces histoires. Et il est miné au fur et à mesure, donc on commençait à discuter évidemment déjà de ces histoires et de ces récits. Et donc ça avançait de cette façon. Il travaillait avec des maquettes. Il faisait chaque fois plusieurs maquettes de ses films. Et donc, soit il arrivait à aboutir à faire cette maquette, soit ça ne marchait pas. À ce moment-là, il arrêtait, on passait à autre chose. Donc c'était une espèce de travail presque comme pour un livre, pour un tableau. Il élaborait au fur et à mesure, en improvisant, enfin, en étant très libre de son travail, par rapport à son travail. La seule chose qui a toujours été stable, c'est les voitures, évidemment. Des grosses Range Rover. Donc il y a eu au sein d'MK2 pendant toutes ces années, enfin ça a duré 10-15 ans, une sorte d'atelier Kiarostami, quoi, littéralement. Oui, puisque c'était en permanence, c'est-à-dire qu'on dialoguait en permanence, où il m'envoyait des bouts de films, où il avançait sur des sujets qu'il abandonnait. Le problème de la production financière ne se posait pas, parce qu'il produisait effectivement lui-même, et le seul problème, c'était pas un problème du tout, je pense que ça s'établissait sur le respect l'un de l'autre, la parole donnée, l'écoute, et la responsabilité de l'un par rapport à l'autre. Ce qui était étonnant, c'est que moi étant juif et lui arabe, lui musulman, on s'entendait extrêmement bien. Ce qui était surprenant, c'est qu'à un moment, je l'ai fait rencontrer Kieslowski. Au début d'ailleurs de nos rencontres, à Cannes, je me souviens avoir fait un dîner avec Kieslowski et Kiarostami. Et on s'est très bien tous entendus. Alors que Kieslowski est un chrétien, non pas un catholique, mais un chrétien avéré. Kiarostami, je pense, un musulman avéré, et moi je suis peut-être un juif avéré. Par ailleurs, un film comme celui qu'on vient de voir, il va à Venise, il remporte un prix important. D'ailleurs, Kiarostami en profite cette année-là pour dire que ça suffit comme ça. Non pas qu'il n'est pas content du prix qu'il a eu, il insiste là-dessus, mais qu'il ne veut plus être en compétition dans les festivals. Donc il clôt une partie de sa vie là-dessus. Et en même temps, je me suis toujours posé la question, vous dites c'est un musulman avéré. Oui, avec quand même le couplet du docteur qui est très carpe diem, hein, sur la mort et le paradis. Quand il dit un tambour, c'est joli à entendre de loin. De près, ça fait plus de bruit. Ou alors, le 4e travail des femmes la nuit. Enfin, il y a des choses d'une telle crudité dans le film, on se dit, mais quel a été le destin de ce film en Iran? Est-ce qu'il a été vu? Est-ce qu'il a été montré? Je crois qu'aucun des films que nous avons fait ensemble n'a été montré en Iran. Il a été distribué. Oui. Pas plus Ten que celui-ci, ou que ce qui a suivi. Non, il était totalement censuré en Iran. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à son décès, il y a eu 200-300 000 personnes qui ont assisté à son enterrement. Mais ils ne connaissaient pas ses films.
Enfin, c'était une idole laïque. Oui, c'est-à-dire qu'il était devenu un symbole de la liberté quand même, mais surtout du grand art quand même. C'est-à-dire qu'il a fini par faire des films à l'étranger. Vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous les avez produits. Il en a fait un en Italie qui s'appelle Copie conforme. Il en a fait un au Japon. Ça sera son dernier film. Mais il n'empêche que des films comme Le goût de la cerise, celui-ci, ou Ten, qui est peut-être le film le plus risqué et le plus dangereux, il les a fait en Iran. Oui, alors pour tourner en Iran, il déclarait qu'il faisait des documentaires. C'est-à-dire que les documentaires n'étaient pas soumis à la commission de censure. Sinon, pour les longs métrages, il fallait soumettre un scénario et il était accepté ou refusé. Et s'il était refusé, vous ne pouviez pas faire de film. Tant qu'il a pu faire des films dits documentaires, il a pu tourner en Iran. Je vous donne un exemple d'un film qu'on n'a pas pu faire, que moi je tenais beaucoup à produire. C'était une histoire qu'il m'avait racontée quelques années auparavant. En gros, c'était un homme et son fils dans une voiture qui se disputaient très violemment. Le fils est aveugle. Et à un moment, le fils lui dit arrête-moi là, je descends, on ne peut pas continuer ensemble. Ils allaient ensemble à un mariage. Le père arrête, le fils descend et part en aveugle en Iran. Il a avec lui juste une caméra, une petite caméra portable, et il filme, mais il est aveugle. Donc ça, c'était le début de l'histoire. 5-6 ans après m'avoir raconté cette histoire et avoir commencé à travailler et à faire des essais avec le comédien, le jeune, le plus âgé, etc., il me dit que il voudrait refaire ce film. Et il se trouve que le jeune comédien, qui était à l'époque inconnu, entre-temps est devenu une star en Iran. Et il finit par me dire qu'il ne peut pas tourner ce film parce que, il était sûr qu'on lui donnerait les autorisations de tournage, même s'il ne le déclarait pas comme documentaire, mais que par cette autorisation, et ça voulait dire qu'il collaborait avec le régime. Et il ne pouvait pas non plus le tourner en tant que documentaire, parce que c'était le jeune acteur qui allait se faire arrêter. J'essaye de vous faire comprendre la complexité des relations et des difficultés dans ce système iranien. Par exemple, un film comme Ten, qui en gros est l'histoire d'une femme qui conduit une voiture dans les rues de Téhéran. Il va y avoir un certain nombre de rencontres avec 9 autres femmes et un enfant. Et ça va être une sorte de kaléidoscope et de révélateur, l'habitacle de cette voiture, d'une bonne part de la société iranienne. Disons les choses comme ça pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'était un tournage autorisé ou c'était un tournage sauvage et clandestin? Tout à fait documentaire. L'histoire au départ était la suivante. C'est pour vous donner aussi la façon dont il transformait les scénarios. L'histoire qu'il était venu me raconter, c'était l'histoire d'une psychanalyste qui avait un cabinet établi dans un quartier de Téhéran, et son mari était très opposé à son travail. Et il la dénonce, et on vient fermer son cabinet. Mais il se trouve qu'elle avait des patients, alors elle trouve une solution, c'est de prendre sa voiture et d'attendre les patients devant la porte, et puis de faire la séance de psychanalyse en voiture. Et elle ramène ses patients, et puis elle prend un autre patient, etc. Et donc, il avait d'ailleurs demandé à ma femme, Caroline Eliachev, de travailler sur ce scénario avec lui. Puis il a laissé tomber la partie, disons, trop réaliste ou dramatique, etc. Et il n'a fait que le trajet de cette femme en voiture. Et ce qui était très intéressant, c'est que grâce à des découvertes qui étaient très récentes à l'époque, on avait trouvé à la FNAC
on avait trouvé des petites caméras portables. Et c'est grâce à ces premières caméras numériques que j'ai acheté à la FNAC qu'il a pu tourner ce film. Sinon, c'est, je pense, le premier film réellement numérique de l'histoire du cinéma. Oui, d'ailleurs, c'est presque un... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous pose la question, c'est presque un problème, parce que Kiarostami, on avait l'impression qu'il avait tellement trouvé son instrument, c'est-à-dire que l'instrument l'aidait à faire le film, mais il avait mis aussi la barre tellement haut qu'après on est plutôt allé de déception en déception. Là, la petite caméra numérique, la voiture, une femme, des gens qui défilent, il y avait une adéquation parfaite entre le film et ses outils, en fait. Oui, mais il a continué après, c'est-à-dire que moi j'aime par exemple énormément le film qu'il a tourné au Japon. Pour moi, c'est vraiment peut-être son meilleur film ou un de ses meilleurs films. Parce que c'est un film sur la vieillesse, sur le désir, sur le rapport entre jeunes et vieux, etc. Enfin, c'est un film très complexe. Mais les gens, les critiques ou même le public a quitté Kiarostami parce que aussi les paysages, la façon de les filmer, la langue, à côté des paysans, si on peut dire, qui n'est pas tout à fait le dépaysement du français ou du japonais. Avec un cinéaste comme Kiarostami, mais évidemment on peut vous poser la question pour d'autres cinéastes, mais Kiarostami c'est intéressant parce que je l'ai interviewé 2 ou 3 fois, toujours avec son ami traducteur qui vous l'a fait découvrir, donc on peut citer son nom, il s'appelle Mamad Aguegat, qui était notre traducteur, je dis notre pour tous les journalistes français. Kiarostami, il était impressionnant, il était intelligent, mais malgré toute l'admiration qu'on pouvait avoir pour lui, et je pense qu'on avait tendance à bêler un peu d'admiration, il n'était pas commode. Ça se sentait. C'était un homme exigeant et tout le monde ne lui plaisait pas. Donc être son producteur et être son complice pendant si longtemps, ça consistait à quoi? À être toujours là quand il avait besoin de vous, à être toujours là quand il avait besoin de vous raconter ses contes pour tester votre intérêt? C'est difficile à décrire parce que c'était surtout un rapport d'amitié. Donc, c'est... comment vous décrire cela? J'avais un très grand ami qui est décédé depuis, qui s'appelle Elie Wiesel. Et Elie, avec qui j'étais vraiment très, très proche, que j'ai connu dans les fin des années 50, on ne s'est jamais donné rendez-vous. Mais dans une tradition racidique ancienne, il fallait toujours avoir une histoire à raconter quand on se rencontrait. J'avais toujours en tête une histoire pour Elie et lui en avait une pour moi. Et on a toujours fonctionné comme ça. Et on a eu des rencontres miraculeuses. Je pourrais dire que c'est à peu près du même ordre avec Abbas. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de mystérieux, de miraculeux entre nous. Il ne prévenait jamais quand il venait. Il voyageait tout le temps. Il prévenait à la dernière minute. Peut-être aussi pour des raisons de sécurité. Mais je ne parle pas anglais. Lui, il ne parlait pas très bien le français, sauf à certains moments quand on était en voiture. Donc chaque fois que je voulais lui parler, je prenais ma voiture et là on arrivait, moi je lui parlais en français, lui il me parlait en anglais, on arrivait à s'entendre. Mais hors de la voiture, non. Donc il fallait un traducteur, donc on n'avait pas du tout un traducteur tout le temps, mais on avait toujours l'impression d'arriver à se comprendre. Oui, on ne peut pas faire plus Kiarostamien, puisqu'il n'y a pas que dans ce film-là, évidemment, le rôle du personnage en voiture. Est-ce que vous avez des questions à propos de Kiarostami et du film qu'on vient de voir, parce qu'on va aborder évidemment d'autres chapitres avec Marine Karmitz. Il vous suffit de lever la main, il y a des micros. Monsieur. Attendez le micro. Bonjour, je voudrais savoir quel est l'intérêt de parler de la religion de Kiarostami et si vous considérez l'Iran comme un pays arabe. Si moi je considère l'Iran comme un pays arabe. Parce que vous avez dit que s'il était arabe. Il
il faut le considérer comme un pays, comment Perse. Reprenez le micro, monsieur. Ah non, très bien, perse. Et c'est très intéressant de parler de religion, oui, mais je pense que c'est une façon de poser la religion tout à fait différente à la religion elle-même, c'est-à-dire que c'est un perse agnostique. Ça vous convient mieux? Oui, alors pourquoi vous dites qu'il est musulman? Non, mais est-ce que quand vous parlez d'autres réalisateurs... Attendez, qu'est-ce qui vous dérange? Dites-moi d'abord de mettre en avant la religion, les croyances d'une personne. Est-ce que quand vous parlez d'un réalisateur français, vous dites qu'il est chrétien? J'ai mis en avant 3 choses. J'ai mis en avant le fait que Kieślowski était chrétien, que moi j'étais juif et que lui était musulman. D'accord, mais est-ce que vous êtes sûr de sa religion, de ses croyances? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Non mais monsieur, on ne peut pas sonder les cœurs, vous avez raison. Excusez-moi, quand il parle du vin dans son film, et de Khayyam, excusez-moi, ça c'est... Oui, je suis d'accord avec vous, vous m'avez entendu. On ne peut pas être plus évident et plus clair et anti-religieux que par ce poème-là. Je l'ai souligné moi-même, donc je suis plutôt d'accord avec vous. Je pense que ce que veut dire Marine Karmitz, en prenant ces 3 exemples, je ne suis pas sûr que Kieślowski allait à la messe tous les dimanches. Il voulait juste dire que de civilisation et de culture, les 3 étaient différents. C'est ça que vous vouliez dire, non Marine? Oui, je veux dire aussi que c'est en ce moment les grandes fêtes juives et que je n'y suis pas et que je suis avec vous ce soir. Bien. Autre chose? Monsieur. Bonjour. Je voulais juste poser la question sur... dans le film, il y a vraiment une question sur l'invisible. À chaque fois, il parle entre les personnages, mais on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté de la caméra. Et même quand la personne qui tombe dans le trou est engouffrée, et ben on voit même pas la personne, elle reste invisible en fait. Est-ce qu'il y a... Enfin, il y a quelque chose à ajouter sur ça, sur la question de l'invisible et même de juste entendre les gens. Parce qu'on n'a jamais vu les collègues aussi qui sont avec lui. Vous avez tout à fait raison, c'est ce qu'on appelle aussi par ailleurs le hors-champ, mais il y a quelque chose en plus chez lui qu'on met du temps à remarquer, c'est les effets de reflets. Il travaille avec, il y a souvent des reflets importants dans des vitres, dans des miroirs, dans le pare-brise, etc., où une autre action se passe dans le reflet. C'est aussi une façon de s'éloigner de la réalité tout en montrant une autre. Et il travaillait, par exemple, quand je le regardais tourner, quand j'ai regardé tourner, par exemple, en Italie, il a passé des heures, passé plus de temps à régler les reflets des personnages qui passaient dans une rue et donc qu'on voyait dans une vitre d'un restaurant que parfois à diriger ses acteurs. Bon, on s'arrêtera là aujourd'hui, en tout cas, pour votre collaboration avec Abbas Kiarostami. Ce livre, Marine Karmitz, une autre histoire du cinéma, qu'a publié sur vous Antoine Debec, à partir de vos archives, hein, parce que c'est pas vous qui l'avez écrit avec lui. Il y a juste une chose que je voulais vous dire, parce que c'est vraiment intéressant, c'est que il y a dans le titre du film vient d'un poème de Farrokhzad. Je prononce très très mal. Farrokhzad. C'est un superbe poème et c'est une très grande poétesse iranienne qui est morte très jeune, à 33 ans, dans un accident de voiture. Et qui est absolument magnifique parce que c'est un poème d'amour, c'est un poème de désir. Et c'est le poème qu'il récite quand il est dans cet espace noir, complètement noir, et qu'il récite à cette jeune femme qui traite les vaches.
Et voilà, je voulais vous indiquer cela parce que si vous pouvez lire des poèmes de cette poétesse, je crois que vous découvrirez quelque chose de très beau. Lui-même, Abbas, était un poète et surtout un grand amateur de poésie perse. Marine Karmitz, quand on lit cette aventure qui a été MK2 pendant 50 ans et qui est quand même partie littéralement de rien, en fait c'est ça, et c'est assez rare quand même dans le cinéma que les choses comme ça partent de rien. Il y a quelque chose qui arrive très vite dans votre façon de faire, c'est des sortes de principes de production. Et le premier principe de production, eh bien c'est justement combien on dépense de l'argent et comment on le dépense. Et il y a quelque chose dont tout le monde se souvient, parce que c'est devenu assez proverbial dans le cinéma français, c'est le retour en grâce de Claude Chabrol, avec un film, un petit polar, avec Jean Poiret, qui s'appelait Poulet au vinaigre. Et vous racontez votre rencontre avec Chabrol, qui n'est pas au mieux à ce moment-là, parce qu'il vient d'enchaîner quelques navets, c'est lui-même qui le disait, hein, sinon je ne me permettrais pas, dont un en particulier avec Jodie Foster sur l'occupation, tiré de Simone de Beauvoir, qui s'appelle Le sang des autres. Donc il ne sait plus exactement où il en est, il ne sait plus exactement quel film faire et avec qui travailler, Claude Chabrol, même s'il en a déjà beaucoup fait. Et vous vous rencontrez et vous vous dites en gros, on va faire un film, mais pour la moitié du budget habituel d'un film moyen français. Donc mettons qu'à l'époque, on est en gros au début des années 80, vers 83-84, le budget moyen d'un film français, c'est 14 millions de francs de l'époque. Donc vous décidez de faire Poulet au vinaigre avec Claude Chabrol pour 7 millions de francs. Et on se dit, quand on lit ça, que vous avez employé là exactement les méthodes de vos aînés, c'est-à-dire des grands producteurs de la Nouvelle Vague. Que ça soit Georges de Borgard, que ça soit Pierre Bromberger, des gens comme ça. C'est-à-dire que les films coûtaient suffisamment peu cher, que leur rentabilité, évidemment, était abaissée, et que ça pouvait devenir de vraies bonnes affaires très vite. C'est ce qui s'est passé pour des films aussi célèbres que Le Beau Serge, ça s'est passé pour Les Cousins, ça s'est passé pour Les 400 coups, et ça s'est passé évidemment pour Un bout de souffle. Est-ce que c'était quelque chose qui était conscient, c'est-à-dire que vous choisissiez cette économie-là, ou alors est-ce que c'est quelque chose que de toute façon la nécessité imposait? C'est-à-dire que moi-même, en tant que metteur en scène, j'avais été soumis à cette économie-là. Et en tant aussi qu'assistant, par exemple, quand j'étais assistant d'Agnès Varda pour Cléo de 5 à 7, Georges de Borgard, qui était le producteur, nous avait convoqués tous, Agnès, les assistants, les régisseurs, en disant, écoutez, je dispose de temps, je ne sais plus ce qu'était les 700, peut-être 700 000 francs, pardon, voilà, l'argent, revenez avec le film, je ne veux plus vous voir. Et effectivement, on ne l'a jamais revu, si ce n'est à la fin du film. Et donc, il fallait se débrouiller avec ça. Et donc, on était, d'une part, dans une très grande liberté, dans quelque chose qui me semble très intéressant, qui est des contraintes, qui sont des contraintes, et que ces contraintes, il faut, parce qu'on a le désir de faire le film, de terminer le film, de faire, ces contraintes deviennent des zones de liberté. Et que cette liberté, on a des contraintes, mais on les transforme en liberté. Et donc, sur Poulet au vinaigre, le problème était que Claude, le film avait traîné dans tous les bureaux de production de Paris, personne n'en voulait. Aucune chaîne de télévision n'en voulait, l'avance sur F7 n'existait pas, bref, il n'y avait aucun financement possible sur le film. C'était dû à quoi? Au fait que Chabrol était au plus bas? Il avait fait 3 bides, mais ça m'est arrivé de la même façon avec 3 autres metteurs en scène. Par exemple, Louis Malle avec Au revoir les enfants. Personne n'a voulu produire Au revoir les enfants. Ensuite, il y a eu Godard avec Sauf qui peut la vie. Même problème. Chabrol, et puis il y a eu plus tard René avec Mélo.
Donc 4 metteurs en scène qui sont parmi les plus grands metteurs en scène français, chassés de la profession, ne pouvant plus travailler, en fait, ou réduits au chômage. Et donc il fallait quand même trouver des solutions autres que celles proposées par les solutions habituelles de financement. Et donc, comment faire, si ce n'est de réfléchir sur comment être libre, comment... Moi, j'avais la possibilité d'y mettre la moitié du coût d'un film moyen, en ne demandant rien à personne, en l'autofinançant. Bon. Et donc, je dis, voilà, j'ai cette somme, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire le film avec? Donc, on va essayer de réfléchir. C'est ce que j'avais appris avec Jean-Luc Godard. Première réflexion, quand on minutait le film, on se rendait compte que le film faisait 2h15. Et moi, j'ai un principe, c'est que pour moi, le cinéma s'arrête à 1h45. Après les 3 quarts du temps, je m'endors. Enfin, vraiment, je pense que tous les films actuellement sont trop longs, pas assez maîtrisés et pas assez coupés. C'est-à-dire, on peut toujours couper. Dans un article, disait ma belle-mère, qui était journaliste. Donc, on coupe pour arriver à cette durée. Et là, Claude a commencé ce travail sur le scénario, sur le contenu. Et effectivement, ça nous a fait gagner 2 semaines de tournage. Mais ces 2 semaines de tournage commençaient à permettre de rendre possible le film. Et quand j'ai dit à Claude, voilà ce que j'ai, etc., il m'a demandé, lui, quel était le prix moyen du film. Et c'est lui qui m'a dit, vraiment comme un enjeu, je vais le faire pour moitié prix. C'est-à-dire qu'actuellement, beaucoup de jeunes cinéastes se plaignent de ne pas avoir d'argent pour faire les films. On parle des films du milieu. Alors qu'est-ce que c'est les films du milieu? Moi, ça m'a toujours terrorisé d'entendre ça. Je pense qu'il y a des bons films ou des mauvais films, mais les films du milieu, je ne sais pas ce que c'est. En fait, les films du milieu, c'est ceux qui ont des budgets moyens. C'est-à-dire entre le petit budget et le gros budget. Quel est actuellement le budget moyen d'un film français? Je ne sais plus, ben ça fait longtemps que je ne produis plus, mais c'est, je pense, des budgets de 4, 5, 6 millions d'euros, quoi. Dans le film, entre 40 millions et 3 millions. Quoi. Parce que ce qui est étonnant, c'est que Chabrol a marché donc à votre proposition, il s'est lui-même plié, mais c'est exactement comme ça qu'il avait commencé. Si la nouvelle vague a eu un certain succès, vous êtes bien placé pour le savoir, parce que là, en tant que cinéaste, vous êtes raccroché un peu à ce wagon au début. Si elle a eu du succès, c'est que des films qui avaient coûté quasiment rien ont rapporté beaucoup d'argent à leurs producteurs. Ça n'a pas duré, mais il y en a eu 3 ou 4 au début qui ont montré l'exemple. Donc Chabrol, il la connaissait, cette histoire. Oui, mais il a toujours pratiqué. Il a toujours tenu à sa liberté. Par exemple, à un moment, le défaut de Claude, c'était qu'il adorait tourner et qu'il était heureux qu'au moment du tournage. Et donc, il acceptait n'importe quelle proposition. Et c'est d'où parfois des vraiment très mauvais films qu'il a pu faire. Il le savait, mais il était content de faire le film. Et donc, moi, ça me gênait beaucoup, parce que c'est tout un travail pour remettre Claude à flot, c'est-à-dire vis-à-vis de l'étranger, de le faire de nouveau reconnaître à l'étranger, etc. Et donc, je lui ai proposé, à un moment, de le prendre sous contrat, comme les producteurs américains. Et donc, il a... C'est-à-dire que vous l'avez salarié. Je l'ai salarié, il a été salarié pendant plusieurs années, et il me disait, ok, mais c'est toi qui vas dire non à ma place. Et donc, je passais mon temps à dire non. Les propositions qui arrivaient, il disait, ah ben c'est pas moi qui décide, c'est Marine. Et puis j'ai évité comme ça quelques catastrophes, même un grand nombre de catastrophes. Et on a pu faire des films qui, par exemple, La Cérémonie, c'est vraiment un moment de plénitude, puisqu'on était en plein dans l'exécution de ce contrat, donc il travaillait tout à fait tranquillement. Donc, soit il avait envie de tourner, soit il ne tournait pas, il avait envie de tourner au moins un film par an. Donc j'étais sûr qu'il allait faire quelque chose, mais le problème, c'est qu'il fallait qu'il le fasse bien, et pas à la paresseuse, quoi. Et donc c'était une façon amusante entre nous de mettre en place un plan de rigueur.
C'est ça qui est intéressant dans votre histoire de producteur, par exemple, avec Claude Chabrol. En fait, c'est le niveau d'ambition. Ça vous choquera pas si je vous dis qu'Une affaire de femme ou La cérémonie sont des meilleurs films que Poulet au vinaigre ou Inspecteur Lavardin. Ou en tout cas, qui n'ont pas tout à fait la même ambition. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, est-ce que vous avez l'impression qu'avec Chabrol, petit à petit, vous avez aussi monté le niveau de vos ambitions? On a essayé, en tout cas. Mais moi, j'aime beaucoup Poulet au vinaigre, parce que c'est aussi cette partie de Claude, comment dire, libertaire, le Claude Anard, le Claude... le côté jeune massacre. Hein. Oui. Alors, évidemment, la cérémonie, c'est les parties cachées de Claude. Claude est quelqu'un qui se protégeait beaucoup, il a, par exemple, raconté pour La cérémonie que c'est un film marxiste. Bon, ça fait beaucoup rire les journalistes, en tout cas beaucoup parler les journalistes. C'était une façon de ne pas parler de la réalité de ce qu'est la cérémonie, pas de ce que c'était pour lui que la cérémonie. Une affaire de femme. Alors une affaire de femme, là, c'était beaucoup plus compliqué. En fait, on voulait faire Camille Claudel. Et on n'a pas eu les droits parce que Claude Berry avait bloqué les droits de reproduction des statues de Camille Claudel. Et donc il a fallu chercher un autre sujet. Et c'est comme ça qu'on a fait Une affaire de femme. Chabrol, c'est un cas intéressant, mais en fait, petit à petit, MK2 est devenu un petit studio. On peut le dire, un petit studio à la française, avec des auteurs. Non, non, c'était dès le début, cette idée-là. Et cette idée est venue avec Godard. Et Godard, j'ai produit Sauf qui peut dans les années 79-80, je crois. Et déjà, on avait mis en place l'idée d'un studio. Godard avait des bureaux rue Traversière chez nous. Et il a laissé tomber cette idée. Et moi, j'ai tenu à continuer l'idée de ce studio, un peu comme, en fait, c'est des ateliers de menuisier, on était dans des ateliers. Voilà, un atelier plus qu'un studio. Voilà, mais alors, les studios, au fond, on est en France, donc ce sont les auteurs. Alors, il y aura des exceptions à cette règle, on en parlera peut-être, avec un film qui s'appelle Le Bon Plaisir, et c'est très intéressant de lire comment Le Bon Plaisir a été produit. Mais les auteurs, est-ce que c'est votre goût? Est-ce que c'est l'opportunité? Est-ce qu'il y a des gens avec lesquels vous voulez travailler et ça implique qu'il y en a d'autres avec lesquels vous ne souhaitez pas travailler? Enfin, comment se font les rencontres? Et puis elles ne sont pas éternelles. Avec Chabrol, ça a été très long. Avec Kiarostami, ça a été très long. Avec quelqu'un comme Kieslowski, c'est toute la fin de sa carrière. Mais il y en a, non. Louis Malle, c'est un film. Alain Resnais, c'est 2 films. Enfin, comment se tisse ce rapport et cette rencontre aux auteurs, et puis aussi le fait que le lien parfois se défait? En fait, j'ai essayé de faire que tous les liens soient les plus longs possibles. Mais ce sont des faits parfois dans le travail. Mais globalement, très peu. Ce sont des faits quand j'ai commencé à vouloir arrêter de produire, c'est là où, parce qu'il y avait un certain nombre de liens qui s'étaient défaits. Par exemple, avec Anneke. Je voulais faire un film sur l'Europe, que j'avais commencé déjà avec Kieslowski, parce que Bleu, Blanc, Rouge, c'est une tentative de film sur qu'est-ce que c'est que l'Europe. Est-ce qu'il y a une Europe du cinéma? C'est une des réponses possibles entre la Pologne, la Suisse, la France, etc. Et le sujet lui-même, 3 couleurs. Anneke, je pensais que, parce qu'il était autrichien, c'était un bon endroit pour parler de la Mitteleuropa et de cette situation-là. Et nous avons fait ensemble Code Inconnu, qui a été un échec. Et là, il y a une chose que je n'aime pas, c'est qu'un réalisateur avec qui je travaille reste sur un échec. Je considère que c'est un échec personnel, c'est-à-dire que je n'ai pas su faire. Bon, je suis responsable de cet échec, co-responsable de cet échec. Et donc, il m'a proposé un autre scénario qui était La pianiste, que j'ai fait. Mais j'ai détesté ce travail. Ça m'était insupportable. Les relations avec Anneke m'étaient extrêmement pénibles.
J'étais au contraire des relations que j'ai pu avoir avec Abbas, avec Claude, avec tous les autres. Mais sinon, j'ai produit beaucoup de films d'Etaviani, j'ai produit aussi des quelques films de Marc Malbaf. Enfin, j'ai essayé de rester vraiment sur la durée parce que c'est dans cette durée qu'on découvre des liens, on se comprend à demi-mot, on n'a plus besoin d'explications, on se connaît les défauts les uns des autres, enfin, ou l'un de l'autre. Et il y a quelque chose qui est, ça devient une famille, enfin, ça devient quelque chose de beaucoup plus chaleureux. En cas d'échec, parce que même pour le public, enfin pour nous, c'est difficile de savoir ce que c'est qu'un producteur. C'est-à-dire que en cas d'échec, est-ce que c'est toujours la faute du producteur? Quand votre ami Godard vous dit vous êtes un mauvais producteur, vous vous engueulez avec lui après sauf qu'il peut la vie, vous ne lui donnez pas ce dont il a besoin. Et c'est pas forcément un chèque, ça peut être aussi un chèque, mais ça serait trop simple que ça ne soit que ça. Donc en cas d'échec, quelle est la responsabilité du producteur? Est-ce qu'il a mal vu? Est-ce qu'il a mal travaillé avec le cinéaste et avec l'équipe? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans le projet dès le départ et qu'il aurait dû voir? Enfin, où sa responsabilité est-elle engagée? Moi, je pense qu'elle est très sérieusement engagée. Parce qu'on a la chance d'avoir un scénario, d'avoir une idée. Enfin, avec Jean-Luc, c'était 2 pages, 3 pages, ou des images. D'autres, quand j'ai fait le Travail au noir de Skolimowski, j'ai dû décider en une nuit si je faisais ou pas le film, et il y avait 20 pages, point. Et on a eu un prix à Cannes. C'est l'exemple d'un film génial, et qui effectivement était aussi un film d'intervention immédiate. Enfin, il fallait le faire tout de suite. Après le coup d'État militaire en Pologne. Et là, il ne s'agit pas d'aller faire des dossiers bureaucratiques pour le centre du cinéma, pour les banquiers, pour les télévisions, etc. Il faut avoir cette indépendance. Je pense qu'un producteur, dans la mesure où il est indépendant financièrement, ce qui est rarissime maintenant. Donc moi, mon problème était de garder cette indépendance. Et cette indépendance, elle ne pouvait venir que du succès des films. Et je disais à Claude, je lui faisais le bilan chaque année, et je lui disais, écoute, avec le succès de la cérémonie, j'ai fait 4 films, 2 Iraniens, un Chinois et un Mexicain. Bon, ils sont grâce à toi. Bon. Mais la responsabilité, on l'a au niveau du scénario. Ensuite, au niveau du choix de l'équipe. Par exemple, pour Kieslowski, il s'agissait, pour un réalisateur polonais, de mettre autour de lui des équipes très particulières, puisqu'il s'agissait pour les gens qui venaient travailler sur ce film, d'abandonner la profession pendant 3 ans. C'est-à-dire de se couper de tous les gens avec qui ils travaillaient. Donc c'était des techniciens qui voulaient vraiment faire ce film, et il fallait qu'il apporte quelque chose au film. Pour vous donner l'exemple, je crois, du film que j'ai le mieux produit, d'une certaine façon, c'est Mélo d'Alain Resnais. Mélo d'Alain Resnais, même problème, tout le monde avait refusé cette pièce de Bernstein. Et quand j'ai vu, moi je trouvais la pièce vraiment passionnante, j'avais vraiment envie de travailler avec Resnais. Et je lui ai dit, écoutez, je dispose toujours de ces fameux 7 millions, je pense que c'était en francs à l'époque, donc je ne me souviens plus quelle est la somme, enfin disons, je me souviens d'un 7. Et je dispose de cet argent, est-ce qu'on peut faire le film avec? Il me dit, je ne sais pas. Je dis, écoutez, je vais essayer de vous proposer un certain nombre de modes d'emploi, et si vous êtes d'accord. Le texte est trop long. Dans une minute, la pièce fait 2h30, 2h20. Donc il faut réduire. Pour réduire, comment peut-on faire? Ça veut dire que vous travaillez avec les acteurs. Peut-être que je commence à vous connaître. Très bien. Alors, on a loué un studio de répétition pendant 2 mois avec des acteurs qui étaient donc engagés à 2 mois de répétition et à 15 jours de tournage. On a fait le film dans 21 jours, en 3 semaines. Donc, vous allez à votre disposition, le studio, les acteurs, maintenant travailler avec eux sur le texte. Et puis à partir de là, commençait un raisonnement qui était, est-ce qu'on tourne en extérieur ou en studio? Et je me suis rendu compte assez vite que, devant les hésitations de Resnais par rapport à l'extérieur, qu'il n'était pas du tout fait pour travailler en extérieur, et qu'il fallait tourner en studio. Évidemment, ça coûtait beaucoup plus cher.
Et alors je me suis dit, et pour que ça coûte le prix, que ça rentre dans le devis, il faut qu'on réduise le temps de studio. Comment peut-on réduire le temps de studio? Et donc je lui ai proposé de lui fournir le décor pendant 2 semaines avant le tournage pour qu'il puisse répéter dans le décor. Et donc on a mis en place un décor. Je suis arrivé à trouver, parce que pendant un certain temps après la haine que j'ai déclenchée, j'étais antiquaire. Donc j'ai fait 2 ans, j'ai fait un autre métier, mais je connaissais pas mal d'antiquaires et j'ai récupéré des meubles absolument sublimissimes qui valaient plus cher que le film pour le décor de Mélo, que je vous conseille de voir uniquement pas uniquement, non, mais essentiellement pour les décors. Et donc, ils ont répété avec les équipes pendant 2 semaines en décor. Et la discussion la plus intéressante, c'est avec les techniciens. En disant, écoutez, moi, je connais 2 choses, c'est la loi écrite et puis la loi orale. La loi écrite, c'est le minimum syndical. Donc là, on ne discute même pas, c'est normal. Mais vous êtes tous des techniciens hyper sophistiqués, enfin hyper connus, etc. Vous êtes tous dans la loi orale, c'est-à-dire vous avez des prix qui dépassent très largement le minimum syndical. Mais voilà ce que fait René, il fait ces efforts-là, cette difficulté-là. Vous, qu'est-ce que vous faites pour le film? Alors, c'était une question extrêmement surprenante, mais très intéressante, parce qu'ils sont repartis, ils ont demandé à réfléchir, etc. Et chacun est venu avec une proposition en fonction de ses compétences, de ce qu'il faisait pour le film. Alors, dans le cas de Mélo, c'est vraiment passionnant, parce que le film est très réussi. Quand on le voit, vous avez raison de le dire, on sent franchement pas la gêne. On ne sait pas non plus qu'on sente l'opulence, mais enfin on ne se dit pas il manque quoi que ce soit, absolument pas. Et ça a été un très grand succès public. Mais alors c'est ça où est le mystère, parce que tout naturellement, vous produisez le sur qui s'appelle I Want to Go Home. Alors je pense que dans la salle, beaucoup de gens ont vu Mélo, moins de gens ont vu I Want to Go Home. C'est Fatal qui a été un bide. Comment expliquer que ça se passe si bien la première fois, que tout le monde fait ce pas et cet effort pour le film, et que le mécanisme, et c'est un moins bon film, même malgré toute l'admiration que j'ai pour Alain Resnais, il est évident que I Want to Go Home est un film moins réussi, moins plein que Mélo. Mais comment expliquer qu'un mécanisme qui a si bien marché une fois puisse se détraquer la fois d'après? Parce que tout simplement, on est humain et qu'on n'a pas la vérité qui se répète. Heureusement, ça se renouvelle. Mais si vous voulez, à partir du moment où on est lié au travail de quelqu'un, que ce soit un peintre, un photographe ou un écrivain, qu'on est éditeur, on continue avec lui. Enfin, ça me semble normal. Et il faut aller jusqu'à ce qu'on n'ait plus envie peut-être de travailler ensemble. Par exemple, La pianiste a été un énorme succès. J'ai pas du tout eu envie de continuer avec Anneke. Puis d'autres ont profité de ce succès, ce qui était très bien. J'étais très content d'avoir continué avec un succès et de l'avoir laissé sur un succès. Mais avec René, ça s'est arrêté là. Comme avec Louis Malle, par exemple, ça s'est arrêté là. Louis Malle, c'est très différent parce que Louis Malle, en fait, il n'avait pas besoin de producteur. Il avait lui-même les moyens et une société de production, etc. Et je crois qu'il avait peur et qu'il avait besoin d'être rassuré. Le succès énorme de Revoir les enfants l'a rassuré, lui a redonné envie de financer lui-même ses films. Donc c'était plutôt un problème pour Louis lui-même. Pour René, c'était très différent parce qu'il m'a proposé, après, les pièces de théâtre, là, Smoking, No Smoking. Mais la première proposition, c'était, je crois, 6 fois 2 heures. Et ça, j'ai dit non. J'ai dit ça, c'est pas possible parce que on peut le faire peut-être pour la télé, mais on peut pas le faire pour le cinéma. C'est absurde. Et donc, j'ai refusé sûr. C'est pas comme ça qu'il a fini par le faire. Après, il a fini par réduire, effectivement. Est-ce que vous avez des questions? Bon, alors continuons. On vous laisse, madame, voilà.
Bonjour et merci d'être là. Merci pour cet échange. Ma question, quel conseil donneriez-vous à un jeune ou une jeune productrice? Premier, je ne suis pas très bon pour les conseils. J'aime pas beaucoup en donner. Mais et je crois que premier conseil essentiel, c'est aller voir des films. C'est-à-dire que l'ancien serve le nouveau, et que l'étranger serve le national, et que Sans fleurs s'épanouisse. C'est sur les murs d'une de mes salles au MK de Parnasse. C'est-à-dire que vraiment, il faut voir des films. Voir des films. Et réfléchir comment ça a été fait, réfléchir. Parce que c'est à travers ces... Si vous voulez, prenons l'exemple de Picasso, qui s'est nourri de Velázquez. Et s'il n'y avait pas eu Velázquez, il aurait sans doute lu Picasso, mais peut-être un Picasso moins intéressant, moins en mouvement. Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il a beaucoup vu, et c'est pareil pour Giacometti, et c'est pareil pour tous les grands artistes se sont nourris de l'ancien pour le transformer. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est apprendre aussi. Apprendre, c'est un métier qui s'apprend, c'est un métier difficile et qui s'apprend. Il y a plein de subtilités. Être modeste et humble si possible, c'est-à-dire ne pas prendre la grosse tête quand on a des prix quelque part, parce que ça c'est catastrophique. C'est être honnête, ça c'est très rare. Être responsable, c'est encore plus rare, c'est-à-dire des sujets, savoir pourquoi on choisit un sujet, pourquoi on n'en fait pas certains, même si ça peut représenter beaucoup d'argent. Moi, j'ai fait beaucoup de projets qui ont parfois très très bien marché, parce que je les trouvais par exemple trop violents ou soutenant une violence qui m'était insupportable et qui était un spectacle de la violence. Je pense à Tarantino par exemple, etc. Donc il y a beaucoup de choix à faire. Donc il faut accepter de chercher sa liberté, et c'était très difficile évidemment. Alors, Marine Kermitz, vous allez aller signer ces deux livres, hein, donc il y a celui qui célèbre vraiment les 50 ans de MK2 à la librairie tout à l'heure, et puis l'autre d'Antoine Debec. Je sais bien ce que vous allez me dire, que vous êtes retiré des affaires, que vos fils gèrent très bien MK2, etc. Mais on a quand même envie de vous poser la question, d'avoir votre point de vue. Vous avez connu le cinéma dès les années 60, dans les années 70, dans les années 80. Beaucoup de choses l'ont toujours beaucoup menacé. On oublie, mais on oublie l'arrivée des cassettes, des chaînes de télévision à péage, etc., etc. Et à chaque fois, c'était la panique et on parlait de mort du cinéma. Bon. Aujourd'hui, on a l'impression, depuis la dernière épidémie en date, que le cinéma est moins au centre des choses et moins au centre de la société qu'il l'a été. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez de la position d'où vous êtes, c'est-à-dire plus un acteur quotidiennement engagé dans la production ou la distribution, mais vous voyez bien ce que MK2 fait et vous voyez bien le paysage. Est-ce que vous pensez qu'effectivement le cinéma a déjà été plus au centre de la société, plus au centre des conversations, tout simplement, qu'il ne l'est aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est différent. Moi, j'ai vécu une période formidable du cinéma. Par exemple, j'ai connu la dernière partie du cinéma italien, du cinéma allemand. Et c'est Berlusconi qui a cassé tout ça. J'ai produit, j'ai distribué des films de Wim Wenders, j'ai travaillé avec Fassbinder, j'ai fait des films en Allemagne magnifiques avec la maison de production de Wim Wenders. J'ai fait des films en Italie très nombreux. Tout ça a disparu, c'est vrai.
Mais c'est l'ordre des choses, c'est-à-dire c'est normal qu'il y ait d'autres choses. Et ce que je trouve très intéressant en regardant travailler, en regardant ce que font mes fils, c'est qu'ils font autrement. Et qu'ils font autrement d'ailleurs. Ils sont aussi violemment critiqués que je l'ai été moi à certains moments. Par exemple, c'est eux qui ont distribué cette montée de l'Everest par ce jeune garçon et qu'ils ont distribué sur X centaines de salles pour une séance, un seul jour, et qui a fait tout de même 350 000 entrées en France. À partir de là, c'est un déclenchement. Et ça a beaucoup fait parler. Beaucoup fait parler. Et surtout, ils se sont fait vraiment littéralement insultés et maltraités à Deauville, où il y avait l'ensemble des exploitants qui étaient là dans leur réunion annuelle et où ils ont été particulièrement détestables à leur égard. Donc ça bouge. Ils font bouger, par exemple, je pense qu'ils font bouger dans une réflexion qui est à mener. La façon de projeter des films, quel film, qu'est-ce que c'est que le cinéma, quel est son rapport avec les réseaux sociaux ou avec YouTube ou d'autres, etc., etc. Et ces réflexions n'ont pas lieu dans la profession, parce que c'est une profession de vieux. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'à partir de ce moment, il valait mieux que je prenne ma retraite. Je déteste la retraite, donc j'ai fait autre chose, mais j'ai dégagé la place. Je n'ai même plus de bureau rue Traversière pour leur laisser le libre champ de leurs possibilités. Mais tous les autres responsables dans cette profession, ils ont entre 70 et 90 ans. Ils n'ont pas de successeurs. C'est pas normal. Que vont devenir leur société, que vont devenir surtout les gens qui travaillent avec eux. C'était ça mon souci aussi, c'était de préserver ce travail, de préserver cette histoire. On a en gestion 1000 films, les plus grands auteurs français, mais aussi mondiaux, de Chaplin à d'autres. On est responsable de la vie de ces films. Il faut s'en occuper, il faut les soigner, il faut les remettre en état, il faut surtout les faire vivre ces auteurs, faire vivre Chaplin, Truffaut, Bresson, etc., etc. Sinon, ils sont dans des trous, on les oublie. Et tous les 3 ans, il faut recommencer, parce qu'il y a des nouvelles générations, il faut recommencer. Vous savez bien aussi le problème de ce travail que vous faites à la Cinémathèque, il est du même ordre. Oui, bien sûr, ça c'est le travail sur le patrimoine, mais le travail sur le patrimoine, vous avez plutôt été un des premiers, effectivement, à prendre cet outil qui était nouveau et qui s'appelait le DVD, qui d'ailleurs là peut-être est en train de disparaître, on est peut-être en train de voir surgir autre chose, et peut-être que c'est la fin de l'objet qui nous aura... Oui, sauf que les platines, enfin les disques reviennent de nouveau à la mode. Et on est très content de les retrouver d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vraiment sur presque les sorties en salle, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que faire exister un film, disons que vous étiez connu pour ça, voilà. Il y a des exemples fameux, Chabrol en train de lever la hotte du cuisinier pour savoir si le poulet au vinaigre était réussi. MK2, c'était aussi par la publicité, par la communication, c'était le talent pour faire exister des films qui n'étaient pas forcément faciles à faire exister. Chabrol en cuisinier, c'était pas le plus dur, mais c'était pas toujours commode. On a l'impression que c'est ça, que faire exister un film, or vos enfants sont toujours distributeurs et vendeurs de films, même s'ils ne produisent plus à proprement parler, faire exister un film, dans le paysage, on a l'impression que c'est devenu horriblement compliqué. Non, c'est compliqué, ça a toujours été compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs je me suis nommé moi-même, auto-nommé, éditeur et marchand de films. Marchand, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire s'occuper de la vente du film, de son rapport avec les spectateurs. Mais quand ils font 300 000, 330 000 spectateurs en une séance sur un seul jour, je trouve qu'ils font un travail absolument hallucinant, parce que le lendemain, on pouvait voir ce film gratuitement sur une chaîne, et là, c'était payant dans toutes les salles. Donc, c'est une nouvelle façon de faire, et je pense que il faut aussi faire des films peut-être autrement.
quand je disais que tous les films me semblent, pas tous, enfin la plupart, me semblent quand même mal produits, c'est la durée de plus de 2 heures d'un film, c'est catastrophique pour un film. Pourquoi? Parce que c'est contre les spectateurs. Les spectateurs sont habitués à aller sur 5 séances, voir des films à des heures relativement précises qui correspondent au métro, à leurs enfants, aux sorties du boulot, etc. En étant sur 4 séances, vous perdez 25% de vos spectateurs, automatiquement. Donc c'est absurde de penser rentabiliser en ayant déjà 25% de gens en moins. Deuxièmement, cette durée est incertaine. Il y a des films qui méritent 3 heures ou 4 heures. J'ai passé des années à remettre en état Vivre de Kurosawa en récupérant image après image des images manquantes. Et le film, ils les avaient coupés, était trop court, et moi j'ai voulu le refaire long. Bon. Mais la plupart des films ne méritent absolument pas ces durées ridicules. Par exemple, ça c'est un exemple. Seul Napoléon mérite de durer 7 heures. Je suppose que tous les gens dans cette salle ont dû dire ah ben c'est trop long. Bon. Mais c'est aux producteurs de faire ce travail, c'est aux distributeurs, c'est à des gens dont c'est aussi le métier, quand ils entourent, qu'ils discutent avec le metteur en scène. Et il se trouve aussi, par ailleurs, qu'on est avec des metteurs en scène, de jeunes metteurs en scène, qui n'ont absolument pas la modestie d'un Jean-Luc Godard ou d'un Alain René. Alain René me téléphonant à la fin, après le dernier montage, il venait de voir la dernière copie de travail monté, et il m'appelle à 5 heures du matin, 6 heures du matin, pour me dire, écoutez, ça va pas, je suis très mal, qu'est-ce qui se passe? On a minuté le film, je m'étais engagé auprès de vous pour qu'il fasse 1h45, il y a 30 secondes de plus. Dernière question peut-être, c'est aussi comme ça que vous avez commencé et que vous avez inscrit MK2 dans le paysage d'abord parisien, puis international. Ce sont les salles. Est-ce que, si je vous demande si vous continuez à y croire, j'imagine que vous allez me dire oui, mais au prix de quelle adaptation? C'est-à-dire que faire sortir les gens de chez eux, que le cinéma reste un spectacle collectif, qu'on aille dans une salle de cinéma pour voir une nouveauté ou pour voir quelque chose d'autre, c'est quelque chose, non seulement vous y croyez toujours, mais vous pensez que comment les salles doivent-elles s'adapter? Parce qu'on entend des choses très contradictoires. Il y a ceux qui disent que le cinéma va devenir un art de plus en plus élitiste, donc il faut faire des places de plus en plus chères, avec des conditions de confort de plus en plus grandes, et d'autres au contraire qui disent non, ça doit rester un spectacle populaire et accessible. Là, je traduis un peu la pensée de mes fils. Que c'est des spectacles populaires et qui doivent être accessibles, c'est-à-dire qu'on a plutôt, nous, tendance à baisser le prix des places parce qu'on s'adresse à des jeunes, qu'on a besoin d'habituer les jeunes à voir autre chose que des séries ou des jeux vidéo et qu'ils n'ont pas les moyens. Bon. Et donc, il faut s'adresser à eux et trouver les moyens de s'adresser à eux. D'où, d'ailleurs, ce travail avec l'Everest. C'est une façon de monter l'Everest. C'est une des choses, mais j'ai toujours pensé qu'une salle, ce n'était pas seulement des salles. C'est-à-dire que moi, ma première salle, c'était un lieu de contre-culture, c'était un lieu militant. C'était pas une salle de cinéma. Le cinéma servait à réunir d'autres formes d'expression, la peinture, la photo, la musique, les livres, etc. On avait des librairies, on avait des lieux de discussion, on avait des expositions de photos, etc. Et c'était l'inscription dans un quartier, c'était le travail avec les gens du quartier, travail qu'on a fait, que j'ai fait, par exemple dans le 19e arrondissement, où quand je suis arrivé dans ce quartier, les gens fuyaient, les gens avaient peur la nuit. À 8 heures du soir, plus personne n'était là, tellement le quartier était vraiment dangereux. On a commencé avec le cinéma, avec l'éclairage des salles, avec la lumière qu'on apportait le samedi, le dimanche, la nuit, à chasser la nuit, à essayer de rendre la vie habitable. Et on a transformé, d'ailleurs peut-être sans doute trop, le quartier. Mais c'est ça la vocation d'une salle de cinéma. Et ça doit continuer à l'être. C'est-à-dire que ça doit être un lieu de rassemblement populaire. Ça doit être un lieu d'ouverture vers les gens.
C'est en gros, moi le plus bel exemple que j'ai vu dernièrement à Paris, c'était les Jeux Olympiques. Une salle, c'est ça. Ça doit être comme ça. Donc ça doit rassembler plein de choses différentes et sortir justement des salles très chères avec des fauteuils qui bougent dans tous les sens. C'est tout le contraire de ce que je pense. C'est effectivement des salles élitistes où on se fout du contenu, parce qu'on s'occupe du cul des gens et on se fout du contenu. Et ça, c'est insupportable pour moi. Merci beaucoup, Marine Karmitz, de cette conversation en ce dimanche après-midi. Donc, vous alimentez à la librairie sur la mezzanine et vous y rejoindront ceux qui s'intéressent à vos livres. Merci infiniment.